Il est 16h15 sur LCI. Nous recevons aujourd'hui Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à 17h, l'occasion de faire le point sur les propositions de Marine Le Pen, sur sa campagne, sur la confiance qui semble animer le Front National. Vous nous direz comment vous vivez de l'intérieur. Mais d'abord, on va commencer par l'actualité. Et on avait envie de commencer par François Fillon qui doit s'exprimer ce soir aux 20h de TF1 sur le Penelope Gate, ce qu'on appelle comme ça un peu familièrement. Il a demandé à être reçu rapidement par le parquet financier. On vous a assez peu entendu finalement du côté du Front National depuis la divulgation de cette affaire hier matin. Est-ce que c'est une polémique qui vous met mal à l'aise ? Non, moi pour le coup j'en ai parlé beaucoup déjà, c'est-à-dire qu'on m'a interrogé tout simplement, mais ce qu'on a à dire c'est que c'est une affaire qui, si elle est vraie, si elle est avérée, est évidemment une affaire inadmissible, une affaire grave. Il s'agit de 500 000 €, il s'agit d'emplois fictifs et il s'agit d'argent public puisqu'il s'agit de l'Assemblée. Maintenant, on ne va pas accabler ou accuser François Fillon avant que la justice l'ait fait éventuellement. Donc il doit donner des preuves, il doit donner des éléments concrets et c'est vrai qu'hier, sa défense nous a laissé un peu pantois. C'est-à-dire nous parler de misogynie, c'est un peu léger quand même. Justement, on va le réécouter, on va réécouter ces mots. C'était l'unique fois pour le moment où il s'est exprimé sur cette affaire avant donc le 20h de TF1 ce soir. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Voilà ce que j'ai à vous dire. Pour vous, c'est une défense un peu molle alors ? C'est une défense qui n'est pas convaincante parce qu'on attend maintenant qu'il donne des éléments extrêmement concrets. On parle quand même de 8 années. Si ça n'est pas un emploi fictif, alors il y aura des traces nécessairement. Par ailleurs, c'est toujours un petit peu cocasse et amusant d'entendre parler les Républicains de misogynie quand on sait qu'il y a quelques jours, ils ont annoncé sans aucune gêne qu'ils ne respecteraient pas la parité aux législatives et qu'ils préféreraient payer une amende à l'État plutôt que d'investir des femmes candidates aux élections législatives. Franchement, là, ça prête à sourire. Et par-delà cette affaire, sur le fond, est-ce que ça vous choque que des parents puissent être employés en tant qu'attachés parlementaires ? Ça ne me choque pas à partir du moment où les règles sont respectées, où il n'y a pas d'emploi fictif. Maintenant, je sais qu'au Parlement européen, là où moi je suis élu, c'est impossible. Il y a une règle qui est mise en place. On peut réfléchir à étendre cette règle du Parlement européen aux assemblées françaises, Assemblée nationale et Sénat. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est de savoir s'il y a ou pas emploi fictif. Voilà, c'est la vraie question. Que faisait Penelope Fillon quand elle expliquait qu'elle ne s'occupait pas de la vie politique de son mari, et qu'aujourd'hui, manifestement, pendant ces années-là, en fait, elle était son assistante parlementaire. Il y a une espèce de contradiction. C'est à lui de la lever. Mais ça veut dire que vous voudriez finalement une clarification dans la politique française, c'est-à-dire qu'il y a un vrai statut d'attaché parlementaire, une interdiction aux membres de la famille, une transparence des rémunérations ? On peut imaginer ce système-là. Alors, au Parlement européen, tout cela existe. Il y a la transparence, vos assistants sont évidemment connus, c'est publié sur le site internet, ils ne peuvent pas être de votre famille, etc., etc. Pourquoi pas ? Je veux dire, oui, si ça permet de répondre à ce genre de questions, oui, allons vers cette situation. Maintenant, c'est aussi une question d'éthique personnelle. Voilà, c'est une question de morale personnelle, de choix personnel qu'on doit faire. On peut très bien travailler avec quelqu'un de sa famille, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est est-ce qu'il y a un emploi fictif ou pas ? Louis Alliot, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il vous aura pas échappé qu'avant même d'être le compagnon de Marine Le Pen, il avait déjà une carrière politique de longue date et donc en réalité, c'était moral. c'est-à-dire que c'était pas tout à fait étonnant qu'il travaille sur les questions européennes, qui l'intéressent au plus haut point. Puis il y avait rien de caché ou d'opaque. Là, on apprend quelques années plus tard qu'elle fut pendant des années assistante parlementaire. Puis il y a l'affaire aussi d'un travail pour une revue. Il y a deux en fait supposés emplois fictifs. Non seulement travail parlementaire, mais aussi travail pour une revue. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et il va falloir maintenant s'expliquer. Le Front National qui a connu quelques déboires aussi sur ses attachés parlementaires, mais au niveau européen, cette fois vous avez parlé du Parlement européen, l'organisme antifraude de l'Union européenne a mené donc ses propres investigations et a réclamé près de 340 000 € à Marine Le Pen qu'elle doit rembourser au Parlement. Marine Le Pen avait annoncé vouloir déposer un recours, c'en est où ?
Oui, je crois qu'elle l'a fait. Et une plainte, d'ailleurs. Une plainte, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous savez comment est parti? Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Moi-même, les noms de mes propres assistants ont été jetés en pâture dans la presse, alors qu'ensuite, on nous a expliqué en fait, il n'y a rien. Simplement parce qu'ils apparaissaient, pour certains d'entre eux, sur l'organigramme du Front National. Donc, ils avaient des titres militants. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire qu'un assistant parlementaire ait un titre militant dans un parti politique. Et à partir de là, M. Schulz, président du Parlement européen, mais qui n'est pas une autorité morale supérieure, c'est un élu socialiste allemand, qui, quelques jours avant les cantonales en 2015, les départementales, explique devant les caméras, écoutez, c'est anormal, je vais saisir l'OLAF, l'organisme antifraude, etc. Mais là, je vais dire, on n'est pas du tout dans le cas d'un emploi fictif, on n'est pas du tout dans le cas d'emploi opaque, tout était transparent. Simplement, par une décision arbitraire, M. Schulz, encore une fois socialiste allemand, ami de Manuel Valls, considérait que le Front National n'était pas dans son droit. Or, le Front National est dans son droit, et heureusement que nos assistants parlementaires ont le droit d'être militants. Ça serait contraire aux droits de l'homme. L'organisme antifraude a mené ses propres enquêtes et a conclu à ça, qu'il fallait rembourser ces salaires de ces deux assistants parlementaires. Ça veut dire que l'OLAF, vous remettez en cause l'institution, cette institution européenne aussi? Écoutez, toutes les institutions européennes sont imbriquées les unes dans les autres. Il n'y a aucune indépendance, il n'y a strictement rien. Parfois, Marine Le Pen a écrit à l'OLAF, c'est l'administration du Parlement européen qui lui répondait. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a porté plainte. Tout cela, il y a un mélange des genres total. Cette institution, elle est totalement opaque, elle est surtout très politisée. Quand vous êtes là-bas patriote, quand vous êtes eurosceptique, quand vous combattez l'Union européenne. Mais bien sûr, vous êtes des cibles. Vous êtes d'ailleurs les seuls. Vous êtes des victimes et en France et en Europe. Vous êtes d'ailleurs les seuls, mais c'est la même chose. Vous êtes d'ailleurs les seuls sur lesquels auxquels le Parlement européen s'intéresse. Et évidemment, on vous combat parce que vous êtes des ennemis politiques, des adversaires politiques. Mais il ne faut pas mélanger toutes les affaires. Parce que là, on n'est pas du tout dans le cas de figure de l'affaire Pénélope Fillon. Pas du tout. Autre sujet d'actualité, évidemment, c'est la primaire de la gauche avec le débat entre les deux finalistes. Hier, Benoît Hamon face à Manuel Valls. On est à 3 jours du deuxième tour maintenant. Est-ce que vous avez suivi cette primaire depuis le début ? J'ai suivi, oui, bien sûr, j'ai suivi un petit peu, un peu comme les Français, sans m'y intéresser, je pense, outre mesure, parce qu'en réalité, il s'agit de départager celui qui finira probablement 4e ou 5e de l'élection présidentielle. Donc ça n'a pas un intérêt fou. Je trouve que la question de la bidouille sur le nombre de participants, le nombre de votes a été évacuée très rapidement. Je ne crois même pas qu'on en ait parlé hier dans le débat. Moi, je ne sais pas, je participerai à une primaire interne. On m'annoncerait qu'on n'est pas certain du nombre de participants à 300 000 votes près. Vous en auriez parlé de vous-même dans le débat. Ça m'interrogerait. Ou alors on est complice de la chose. Voilà. Et en tout cas, ce n'est pas acceptable, normalement, de la part d'un parti politique qui est aux responsabilités, qui dirige la France depuis des années et des années. C'est une conception très, très légère de la démocratie et des principes démocratiques. Voilà, pour le reste, ce sont 2 sortants du quinquennat Hollande. Même si Benoît Hamon avait claqué la porte il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Il a claqué la porte du gouvernement, mais il n'avait pas. Sur la politique. Certes, mais il n'avait pas claqué la porte de la majorité présidentielle. Et il porte, puisqu'il a été ministre, une part aussi du bilan de ce quinquennat. Manuel Valls également, enfin l'ensemble des participants de cette primaire d'ailleurs. Il manquait d'ailleurs un 8e participant qui était M. Macron, qui lui aussi, pendant plus de 2 ans, a été ministre de l'économie et des finances. Et qui n'a pas voulu y aller. Non, mais lui aussi, il porte évidemment une grande part du bilan Hollande, et notamment du bilan économique et social. Et si c'est Benoît Hamon qui l'emporte dimanche soir, votre avis sur ce candidat-là, votre prochain adversaire donc? Nous irons voir, nous avons déjà vu un peu son programme, qui nous paraît irréalisable, infinançable. Donc vous êtes d'accord avec Manuel Valls? C'est-à-dire que le revenu universel, ce sont des chiffres. Soit c'est un revenu universel total, c'est 400 milliards d'euros. Donc c'est l'équivalent du budget de l'État. Donc c'est évidemment infinançable totalement. Il s'en expliquait hier. Oui, alors il le restreint maintenant simplement à une espèce de revenu universel pour les 18-25 ans. Mais ça coûte quand même 45 milliards d'euros par an. C'est considérable, 45 milliards. Ou alors on augmente les impôts de 45 milliards sur les ménages, sur les entreprises. Et finalement, ceux à qui on donne, on va leur retirer l'équivalent d'une autre main, si vous voulez. Il ne vend que du rêve? On a besoin de rêve dans la vie politique française, on en manque. Il y a beaucoup de grisailles en France, partout, dans nos paysages, dans nos têtes. Le pays est déprimé. Donc on a besoin de rêve, mais du rêve solide. Moi, vous voyez, le Brexit, ça me fait beaucoup plus rêver que le revenu universel infaisable de Benoît Hamon. L'indépendance, ça me fait beaucoup plus rêver. On va en parler du Brexit dans un instant. Restez avec nous, on se retrouve juste après le rappel des titres.
Florian Philippot est notre invité cet après-midi sur LCI. On s'était quitté sur cette phrase. Vous disiez que le Brexit vous faisait rêver. On va y revenir dans un instant sur le Brexit. Mais d'abord, toujours les questions d'actualité parce que ça s'est passé aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen reste président d'honneur du Front National. La justice a définitivement tranché. Son avocat s'est exprimé. On va l'écouter. Les conséquences, c'est que la présidence d'honneur est confirmée une fois de plus dans son principe, dans son existence et dans le fait que Jean-Marie Le Pen en exerce tous les droits. Droits qui sont prévus dans les statuts. Statuts que le Front National avait demandé à la justice de modifier en quelque sorte, ce dont elle n'a pas été dupe. Donc Jean-Marie Le Pen est bien confirmé dans son existence de président d'honneur et tous les pouvoirs qui lui sont attribués. Il peut aller au bureau politique, il peut aller au bureau exécutif, il peut aller à la commission des sanctions, la commission de discipline. Et en théorie, il devrait pouvoir aller au comité stratégique de campagne. Votre réaction à vous, Florian Philippot? Il est surtout exclu du Front National. Et ça, c'est confirmé aussi. Voilà, donc il n'est plus membre et adhérent du Front National. La bizarrerie judiciaire qui veut le confirmer judiciairement comme président d'honneur relève de la justice. Tout cela n'a aucune importance. C'est une affaire qui est réglée depuis longtemps maintenant. Il a été exclu en août 2015 et voilà. Mais son avocat le rappelle, en tant que président d'honneur, il aura le droit d'aller au bureau exécutif, au bureau national, à toutes les instances dirigeantes du parti. Il pourra même y participer. Oui, mais là, on est en campagne. Voilà, il dit comité stratégique de campagne. Non, pas du tout. Il connaît très mal les statuts, son avocat. Dans les statuts, il n'y a pas du tout le comité stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Et dans le comité stratégique, il n'y a évidemment pas Jean-Marie Le Pen. Donc il n'aura plus aucune influence, malgré son statut. Il n'en a plus depuis bien longtemps, mais cette affaire-là, elle est réglée. Ce n'est pas parce que la justice a été saisie par Jean-Marie Le Pen que politiquement, politiquement, tout le monde le sait. Politiquement, tout le monde sait très bien. Tous les militants au Front National le savent, il n'y a pas de regret. Et Jean-Marie Le Pen lui-même l'a dit plusieurs fois, je veux la défaite de Marine Le Pen. Voilà, je vais présenter mes propres candidats contre le Front National. Voilà. Donc c'est réglé. Voilà. Voilà comment il a réagi, lui, Jean-Marie Le Pen, cet après-midi, par voie d'un communiqué. Il faut maintenant panser les plaies d'une base militante meurtrie et en finir avec l'esprit d'exclusion. La base militante est meurtrie. Elle est surtout plus nombreuse que jamais. Depuis des mois, on n'a jamais eu autant d'adhésions au Front National. Et je crois qu'au mois de janvier, on a eu, rien que sur Internet, des moyennes à 300, 400, 500 adhésions par jour. Donc ça, ce sont les nouveaux, mais moi, ceux qui font partie du Front National depuis très longtemps. Oui, vous comprenez qu'ils puissent être effectivement peut-être affectés par ce qui se passe avec Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti. Je sais que certains, quand il y a eu cette crise il y a 1 an et 9 mois, ont pu ressentir quelque chose. Je le respecte parfaitement. Mais je sais aussi que les adhérents du Front, ses sympathisants, les électeurs patriotes en France, veulent la victoire et veulent changer la politique en France. Ils en ont marre de voir que notre pays... Ce n'est pas en gardant les idées de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas en gardant Jean-Marie Le Pen au sein du parti. Mais très honnêtement, madame, ce débat, on ne va pas le refaire. Il a été tranché il y a 1 an et 9 mois. Donc, je ne vais pas refaire ici sur votre plateau ce débat-là. Tout le monde sait très bien qu'il est terminé. On peut essayer de faire vivre médiatiquement Jean-Marie Le Pen comme politique. Sauf qu'il est président d'honneur de votre parti. Il est exclu du Front National. Et il est président d'honneur de votre parti. Et il est surtout exclu du Front National. L'actualité, c'est aussi un texte qui est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la pénalisation des sites Internet faisant de la désinformation sur l'IVG. L'une des députées, Marion Maréchal Le Pen, était à la tribune. C'était cet après-midi, il y a quelques minutes. Voilà ses propos. Ne vous en déplaise, et je me permets cette impudeur parce qu'elle est de notoriété publique, vous avez devant vous un accident qui se vit bien et qui préfère aujourd'hui être devant vous à vous dire vos vérités plutôt que d'avoir été avorté. La vérité, c'est que personne aujourd'hui dans le spectre politique ne menace la légalité de l'avortement ou son libre accès. La réalité, c'est que vous êtes des féministes ringardes, les dinosaures politiques d'un temps 68 arts révolu. Je vous le dis et je le pense sincèrement, vous êtes la honte du combat des femmes. Obsédés par la couleur du cartable, le sexisme de la grammaire, le jouet rose des Kinder, la répartition du temps de vaisselle dans le couple. Complètement à côté de la plaque, complètement à côté des vraies menaces qui planent aujourd'hui sur la liberté des femmes. Vous pensez quoi de ces propos ? Ah mais c'est tout à fait vrai, je veux dire. Moi j'ai été amusé récemment de voir une pseudo-féministe qui tweetait parce que sur les Kinder pour filles, je ne sais plus, il y avait des Kinder bleus, à l'intérieur c'est l'œuf, un bleu, un rose, un bleu pour les garçons, un rose pour les filles. Et les mêmes, on ne les entend pas quand des femmes sont interdites d'entrer dans un café à Sevran, en France aujourd'hui, dans un département français en 2016 ou en 2017. Toutes les batailles ne se valent pas. Parce que ça ne plaît pas à des islamistes. Ça me paraît infiniment plus important que la couleur de l'œuf Kinder. Oui, je le dis clairement. Que des femmes soient interdites de lieux publics aujourd'hui en France me paraît dramatique. Que des femmes soient obligées dans certains quartiers de porter le voile pour ne pas avoir d'ennui, comme elles le disent elles-mêmes, ça me paraît dramatique. Et je vais vous dire, l'égalité salariale homme-femme, ça me paraît un combat essentiel. La question de la
précarité féminine et qui a été aggravée par la loi El Khomri, que nous allons d'ailleurs abroger si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Vous voyez, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui remet en cause le droit à l'IVG. Et Marine Le Pen l'a redit, le droit à l'IVG sera évidemment maintenu et le remboursement intégral sera évidemment maintenu. Donc en fait, le gouvernement essaie de créer... En tant que député, par une défense du droit à la vie, finalement, elle dit « je suis un accident de la vie qui se porte bien ». Donc c'est quand même une déclaration contre l'interruption volontaire de grossesse. Votre député à l'Assemblée nationale, non, pas du tout. Sur ce point-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que vous ne l'avez pas lu comme ça? Je pense que c'était en réponse d'ailleurs à un propos qui avait été dit avant. Mais pour le coup, chacun sait très bien qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause le droit à l'IVG. Alors pourquoi le gouvernement essaie de créer de la division? Pourquoi il essaie de créer des polémiques qui n'existent pas? C'est-à-dire faire croire qu'aujourd'hui, il y a un débat sur l'IVG en France. Il n'y a pas de débat. Le gouvernement fait croire ça? Bah écoutez, oui, bien sûr. Non, il n'y a pas eu quelques Vous savez, les sujets sociétaux, différences de vision justement au sein du Front National. C'était parti du mois d'octobre dernier. Les sujets sociétaux, souvent, ils sont instrumentalisés pour diviser les gens. Pour que les gens aient la tête là-dessus. Pendant ce temps-là, on oublie le chômage, on oublie le terrorisme islamiste, on oublie la crise des migrants, on oublie la pauvreté, les petites retraites, etc. Aurait tenté de mettre le doute sur ce sujet-là? En essayant en permanence de faire des projets de loi, de parler, etc. Je veux dire, aujourd'hui, les choses sont très claires. Le droit à l'IVG, il est maintenu. Et le remboursement intégral, il est maintenu. Ce que ne partageait pas comme idée Marion Maréchal Le Pen, oui, mais à l'automne dernier, on s'en souvient. C'était son opinion personnelle, mais la candidate à l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen a clairement rappelé quel serait son projet pour la France, sa vision. Les droits des femmes, c'est essentiel, c'est une question essentielle de cette présidentielle, ne passons pas à côté. Parce que si on se bat sur la couleur du Kinder, alors on oubliera, ou du cartable, on oubliera pendant ce temps ces femmes dont je vous ai parlé qui souffrent, qui souffrent de salaires inférieurs, qui souffrent de devoir porter des habits comme le burkini, etc., qui sont des habits moyenâgeux, qui sont inadmissibles, on ne fait pas respecter la loi sur le voile intégral, on devrait interdire les signes religieux ostensibles dont le voile dans l'espace public, on devrait libérer ces femmes, on devrait agir pour elles, voilà, on devrait être à leur côté et on ne le fait pas. Moi je trouve ça dangereux. J'ai même entendu un candidat à la primaire, probablement le favori, M. Hamon, nous expliquer après l'épisode de Sevran que c'était pas bien grave. Oui, c'était la même chose. Il nous disait que c'était la même chose dans les cafés ouvriers il y a 50 ans en France. Enfin, absolument n'importe quoi. Vous nous parliez de l'IVG, c'est clair et net pour tout le monde. Ce ne l'était pas pour Marion Maréchal Le Pen. Donc, au mois d'octobre dernier, elle avait dit elle-même, je n'étais pas au courant. C'était la position avant de Marine Le Pen. Est-ce que la fronde est terminée? Est-ce que la fronde est terminée? J'ai même pas vu, moi, de fronde, ni de début de fronde. Il n'y a rien. Il y a une belle unité. On doit probablement être la seule candidature où il y a une belle unité. Donc Marine Le Pen a réussi à calmer le jeu avant Noël entre les deux lignes qui semblaient s'affronter au Front National, notamment sur les questions sociétales. Il y avait eu un sujet précis différent, ça ne fait pas deux lignes. Il y avait eu un sujet de débat. Marine Le Pen a donné sa position, que je vous ai rappelé à l'instant. Voilà, si vous voulez des frondes et des divisions, vous allez voir du côté de M. Fillon. Interroger par exemple Rachida Dati, je crois qu'elle a des choses à dire sur lui. Je crois qu'elle a parlé d'une campagne qui allait droit dans le mur dans une récente interview, où aller voir M. Wauquiez ou M. Estrosi. Ils ont plein de choses à dire sur François Fillon, qui est très divisé. Je ne parle même pas du Parti socialiste. Là, c'est la Bérésina. Alors que le Front National est un front uni, comme les patriotes devront l'être pour sauver la France. Donald Trump, si vous deviez choisir un mot pour qualifier ses premiers pas, ses premiers jours à la Maison-Blanche, ce serait lequel? Volontarisme. Nous expliquer, tout nouvel oléoduc devra utiliser de l'acier américain. Vous délocalisez et vous voulez réimporter sur le sol américain, je vous mets une taxe de 35%. Et ce qui fait que des grandes entreprises se couchent et finalement produisent aux États-Unis. Vous voyez, moi je pense à ce qui s'est passé à Amiens là, avec Whirlpool, qui délocalise en Pologne, alors que l'usine est rentable. Et peut-être que, moi je me dis, il faudrait mettre en place une taxe de 35% pour tout ce qui sortira de cette usine polonaise et qui sera vendu en France. Et ça, en France, on pourrait à mon avis, oui, on peut le faire si nous on est libre de l'Union européenne. Vous voyez, on a un verrou supplémentaire par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a la contrainte de l'Union européenne. Cette contrainte, elle est insupportable parce qu'elle nous empêche de développer l'emploi, de défendre l'emploi et de combattre les délocalisations. Donc il faut qu'on retrouve notre indépendance par rapport à l'Union européenne. C'est pour ça que je vous disais que le Brexit me faisait rêver. Parce que cette indépendance, elle permet tout. Elle permet d'agir sur l'économie, l'emploi, l'immigration et tous les sujets importants. Hors de l'Union européenne ne veut pas dire hors de l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire que mettre des droits de douane aussi élevés, ça ne va pas à l'encontre des droits de l'OMC? Alors déjà, l'OMC permet des dérogations sur certains sujets, que ce soit les biens industriels ou les services. De telles dérogations? Oui, il permet des dérogations.
Et puis je vais vous dire, à partir du moment où tous vos partenaires commerciaux mettent en place une politique de protectionnisme intelligent... La Chine, par exemple. Bah oui, mais tous, hein, les La Chine, États-Unis... la Chine accepterait des droits de douane la aussi Chine ne élevés. se gêne pas aujourd'hui pour le faire. Donc ne soyons pas naïfs. Donc à partir du moment où tous nos partenaires le font, ne soyons pas, nous, les dindons de la farce, quoi. Les dindons de la mondialisation sauvage. Protégeons, défendons notre peuple, nos industries, nos emplois. Et puis, retroussons-nous les manches. La réindustrialisation ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Elle ne va pas se faire simplement en espérant l'alignement des planètes ou un retour de la croissance hypothétique. Ça fait 20 ans qu'on vend ça aux Français. Il faut changer de cap. Manifestement, les choix qui ont été faits ne sont pas les bons. Donc il faut aller vers une politique de patriotisme économique, avoir sa liberté monétaire, sa monnaie nationale. Tout ça dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce, sans menace d'exclusion, sans menace de sanctions. Vous savez, à partir du moment où vous avez la première puissance du monde qui prend ses libertés, oui, l'OMC aura beau dire ce qu'elle veut. La puissance du monde à plus de 260 millions d'habitants peut peut-être se le permettre, là où la France aurait plus de difficultés avec 60 millions vous avez d'habitants. l'argument de nous dire plus c'est grand, plus c'est fort, plus c'est peuplé, plus c'est fort. C'est un argument qui date peut-être des années 50, mais qui a été qui est faux aujourd'hui. Faux. Il y a des pays plus petits que la France qui s'en sortent bien mieux dans la mondialisation parce qu'ils sont malins. Je pense à la Corée du Sud, je pense à la Suisse, je pense aux pays scandinaves, dont notamment ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne ou qui ne sont pas dans l'euro. Le Royaume-Uni est en train de nous le démontrer. Le Canada, qui est une économie plus petite que la France et qui a moins d'habitants, 2 fois moins d'habitants que la France, ils s'en sortent mieux parce qu'ils sont malins dans la mondialisation. Donc, mais vous avez alors que les gros ensembles, les gros machins, style Union européenne, un peu style années 50, j'ai même vu que François Fillon voulait ressusciter la communauté européenne de défense qui avait été enterrée en 1954. Donc lui, il a 60 ans de retard. Ça, c'est un peu le vieux monde, si vous voulez. C'est un peu le vieux monde. Aujourd'hui, on peut être une puissance qui a peut-être moins d'habitants que la Chine ou les États-Unis, mais qui en a quand même pas mal. Je veux dire, 67 millions d'habitants, c'est quand même correct, mais qui peut, par une politique très intelligente, utiliser aussi tous ses atouts. On a plein d'atouts aujourd'hui qu'on n'utilise pas. On a un espace maritime qui fait plus de 11 millions de kilomètres carrés. C'est devenu, depuis le 1er janvier, le premier du monde. Ça, c'est une richesse énergétique, économique, diplomatique immense, qui n'est pas valorisée aujourd'hui. Vous voyez, on a la francophonie, qui est aussi un autre atout de la France dans le monde. Il faut simplement qu'on détecte nos atouts, qu'on les mette en valeur, et on pourra redevenir un pays très prospère. En attendant, les investisseurs étrangers semblent prendre un petit peu peur depuis l'élection de Donald Trump. Eh bien, l'écart entre les taux d'emprunt allemands et français se sont creusés. En notre défaveur, évidemment, c'est le fameux spread. On est passé de 0,3 à 0,5 points. Pourquoi ? Parce que les investisseurs étrangers ont peur de la prochaine catastrophe, ce sont leurs mots, c'est l'élection de Marine Le Pen à la présidence française. Ça porte un risque sur l'économie, l'élection de Marine Le Pen ? Alors, d'abord, en réalité, les spreads, la différence de taux entre France et Allemagne revient à peu près à son niveau de 2015. Donc il n'y a pas de phénomène exceptionnel. Les taux augmentent un peu partout dans le monde depuis effectivement l'élection de Trump, parce qu'ils anticipent une politique plus inflationniste, de relance économique, donc les taux augmentent. Troisièmement, ce ne sont pas les marchés qui vont faire la loi. Je vous le dis, ils ont essayé de le faire lors du Brexit, d'affoler la population, de contraindre les choix démocratiques des peuples. Ils ont essayé de le faire avant Trump. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas à la finance, à la bourse, de choisir à la place des peuples. Et ça, je crois que tous les démocrates doivent le rappeler. En attendant, ensuite, il y a ces oui, inquiétudes. Mais alors après, je veux dire, aujourd'hui, on voit la bourse britannique plus haute que jamais, on voit la bourse américaine plus haute que jamais. Je crois qu'ils ont dépassé les 20 000 points aujourd'hui au niveau du Dow Jones. Donc en réalité, on fait peur avant, on essaie de contraindre les peuples, et puis ensuite on s'adapte. Et on s'adapte très bien puisque la bourse est plus haute que jamais depuis le Brexit et depuis l'élection de Trump. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Vous dites que le Brexit vous fait rêver. On se souvient que Marine Le Pen avait essayé de venir en Angleterre pendant la campagne du Brexit. Ça n'avait pas été possible. Il y avait quelques levées de boucliers. Elle a été à New York au début janvier. Elle espérait peut-être rencontrer Donald Trump. Ça n'a pas été possible. Comment vous expliquez le fait qu'à chaque fois qu'elle se déplace à l'étranger, elle n'est pas reçue par les dirigeants, contrairement à d'autres, que ce soit François Fillon à Berlin avec Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron par le Premier ministre libanais en début de semaine? Mais d'abord parce qu'on réécrit l'histoire à sa place. Marine Le Pen n'a jamais essayé d'aller au Royaume-Uni sans pouvoir y aller. Elle avait été invitée par une eurodéputée britannique qui est dans notre groupe. Pas été. Mais non, mais elle n'avait pas l'intention d'y aller. Elle n'a pas l'intention d'aller pendant une campagne électorale. Obama l'avait fait pour appeler à voter d'ailleurs contre le Brexit. Alors les faits, pourquoi elle n'est pas Trump, reçue pas à du chaque tout. fois Elle est allée à New York dans le cadre d'un déplacement privé. Quand et elle a vu les gens qu'elle devait voir. Elle n'a pas été reçue par exemple. Elle a vu les diplomates, les industriels. Pas les dirigeants. Oui, mais les gens qu'elle devait voir. Il n'était pas question de voir Trump. Monsieur Fillon est reçu par Angela Merkel. Mais c'est tout à fait normal. Écoutez,
Angela Merkel, elle préfère recevoir le vice-chancelier plutôt que la présidente de la République française. Elle préfère recevoir quelqu'un qui vient faire allégeance. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu l'interview de Fillon le matin dans Le Monde, avant son départ en Allemagne. Et on lui demande, est-ce que vous trouvez que les 1,5 million de migrants qu'a fait entrer Mme Merkel, c'était une erreur? Il répond, je ne ferai pas de leçon à l'Allemagne, je ne ferai pas la leçon à l'Allemagne. Écoutez, ça veut dire quoi? On creux qu'il est d'accord. Donc ils ont des alliés et pas vous. Mais ça veut dire que M. Fillon, il partage les orientations de Mme Merkel. Immigration massive. Fillon, vous le savez, est contre les frontières nationales. Il veut Schengen puissance 2, ce qui est une catastrophe. M. Fillon, il est favorable à la politique de précarité salariale et de précarité des petites retraites de Mme Merkel. On le sait bien, puisqu'il a un programme social épouvantable de destruction de la sécurité sociale, de destruction des salaires et des petites retraites. D'augmentation de la TVA. Sur votre programme à vous. Donc je vais vous dire, il est normal que les mondialistes se reconnaissent entre eux. Mais nous ne sommes pas isolés dans le monde aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, vous voyez ce qui se passe en Russie. Le monde aujourd'hui, la marche du monde, elle va dans le sens des nations. Elle ne va pas dans le sens de Mme Merkel. Mme Merkel aujourd'hui, elle est isolée. Et sur votre programme à vous, au Front National, il sera dévoilé lors du meeting à Lyon le 4 décembre. C'est lors du week-end du 4 février. Pardon. Il ressemblera à quoi? Est-ce qu'on retrouvera les grandes lignes du programme de 2012? Ce seront, sur la forme, ce seront environ 140 engagements présidentiels de Marine Le Pen, pour que les choses soient très claires, donc numérotés, ce qui permettra à chacun, vous savez, ça permet un contrôle démocratique. C'est fait ou c'est pas fait? Il faudra que ce soit fait, je vous le dis tout de suite. C'est fait, on mettra des petites, on cochera les cases. Ça permet un meilleur contrôle démocratique, ça permet que tout le monde le lise. Plutôt que les anciens vieux gros programmes de 300 ou 400 ou 500 pages. Ce seront des vrais engagements présidentiels dans tous les domaines, dans 7 grands domaines d'ailleurs. Et bien sûr, sur le fond, sur les grandes lignes, bien sûr qu'il y aura des nouveautés. Parce que le monde bouge et parce qu'on a des choses à dire, notamment sur la santé, notamment sur l'innovation, sur l'écologie. Mais c'est vrai que les grandes lignes, c'est la souveraineté nationale, c'est l'indépendance, c'est la France libre. Avec quoi? Une monnaie unique ou pas? Parce qu'on ne comprend pas très bien encore Marine Le Pen hier matin sur Europe 1, on n'a pas compris exactement ce qu'elle voulait dire. Sortie de l'euro? Oui, bien sûr. C'est clair et net, sortie de l'euro. On ne peut pas continuer avec la monnaie unique avec l'euro. Parce que c'est un boulet terrible. Même si la plupart des Français y sont opposés. Non, les Français n'aiment pas l'euro. Mais je crois qu'ils sont en train de bien comprendre que, vous savez, un programme de Fillon ou de Macron, il ne sort pas de nulle part. C'est un programme qu'on fait parce qu'on garde l'euro. Donc quand on garde l'euro, on ne peut pas agir sur la monnaie. On ne peut pas agir sur la monnaie pour regagner de la compétitivité. Donc sur quoi on agit? Il nous reste les salaires, les retraites et le modèle de protection sociale. Donc nous, on préfère agir sur la monnaie. Parce qu'en permanence, on a 20% de déficit par rapport à l'Allemagne en termes de compétitivité, à cause de l'euro, à cause de la valeur de l'euro. Ça, c'est pas possible. Et puis deuxièmement, l'euro, c'est une arme politique. Vous savez, c'est un peu le couteau qu'on vous plante dans le dos pour vous forcer à avancer dans la bonne direction. On vous dit il faut rester dans Schengen parce que sinon la Banque centrale de Francfort, la Banque centrale européenne vous coupe les vivres, vous coupe les liquidités comme ils l'ont fait en Grèce ou ailleurs. Tout ce qui est Donc nous on veut retrouver notre indépendance. On ne veut pas vivre en permanence sous l'épée de Damoclès de l'euro. Et il n'y aura pas de double monnaie, une pour donc les citoyens et une pour les entreprises dont elle a... Non, il y aura la monnaie nationale qui sera le nouveau franc, qui sera d'ailleurs sans transaction, puisqu'on partira d'une parité 1 franc égale 1 euro pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour personne. Donc ce sera le nouveau franc complètement adapté à notre économie. Ça va être un souffle magnifique en termes de croissance et d'exportation. Et là, on souhaite mettre en place, si vous voulez, une politique de coopération monétaire. On n'est pas là pour déclarer la guerre. Coopération sans perte de souveraineté. Non, la coopération, ce n'est pas la perte de souveraineté. C'est ça qui est beau dans le projet d'Europe des nations qu'on propose. C'est que nous, on veut faire de la coopération style Airbus, style Ariane. Vous voyez, il y a des grands défis demain. Je vous parlais de l'économie de la mer. La France, il y a le spatial, avec Marine Le Pen, il y a la culture, il y a plein de choses à faire. Arrivera à faire passer ses idées au niveau de l'Europe, alors que vous-même, vous expliquez que l'Europe est une institution pas forcément facile à bouger. Mais l'institution Union européenne, que je ne confonds pas avec le continent européen, n'existera plus de toute façon. Soit elle aura accepté de se réformer profondément, de rendre leur liberté au peuple, soit elle aura disparu. Parce que de toute façon, la France la quittera, et que si la France quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Un mot sur votre campagne. Régulièrement, Marine Le Pen, effectivement, parle de ses adversaires, que ce soit de François Fillon, Emmanuel Macron, régulièrement, soit par des traits d'humour, soit par des traits un peu méprisants, vous les renvoyez finalement à soit à des candidats du système, soit à leur incompétence. On a l'impression que finalement, il n'y a pas un seul adversaire à votre hauteur.
Non, je n'ai pas du tout le sentiment. Vous décrivez une situation dans laquelle on ferait preuve d'une énorme arrogance ou je ne sais Non, quoi. par exemple, François Fillon, on va voir exactement comment Marine Le Pen, on a parlé il y a quelques semaines dans le magazine Causeur, on va regarder les mots exacts. Vous allez pouvoir nous dire si vous ne prenez pas de la hauteur, en tout cas Marine Le Pen, en qualifiant comme ça François Fillon. Il est congelé, il ne bouge plus, il s'est baladurisé. Ben, c'est vrai, enfin, c'est terriblement vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on a du mépris pour la personne ou quoi que ce soit. On prend les hommes et les programmes tels qu'ils sont et on affiche nos différences, nos divergences. Surtout, on fait preuve, je pense, de pédagogie sur notre propre projet. C'est ce qu'attendent d'abord les Français. Moi, je m'efforce de développer d'abord nos idées, c'est ce qui les intéresse. Après, il s'est baladurisé, bien sûr qu'il s'est baladurisé. L'impression que vous a rien à donnez, dire, c'est que il a le Front l'air National perdu. est extrêmement confiant. Vous y voyez déjà à l'Élysée? Non, ce sont les Français qui décideront. Il n'y a rien n'est fait. Mais je me dis, vous voyez qu'on est dans une période historique, il se passe des choses partout dans le monde. Les peuples reprennent leur destin en main. Voilà ce qui se passe. Et les Français, c'est un vieux peuple, c'est un grand peuple, c'est un peuple politique qui ne voudra pas passer à côté du train de l'histoire et qui n'acceptera pas de remettre au pouvoir des gens qui ont été aux responsabilités hier. Tous nos concurrents hier étaient ministres, premiers ministres. Ça n'incarne aucune espérance. Merci Florian Philippot d'avoir répondu Merci à nos questions sur LCI. Tout de suite, le grand journal de la rédaction.